Bonjour à tous, je suis Franz Jarry, le DG d'ADN Ouest, un des 4 organisateurs de ce beau salon Digital Change. ADN Ouest, c'est un réseau de 600 structures du numérique en Pays de Loire et Bretagne, et avec la CCI exponente et puis bien sûr API avec qui on a fondé l'événement. On est ravis aujourd'hui de vous accueillir pour cette 4e édition de Digital Change. Les 3 premières éditions, c'était 7000 personnes. Ça va être encore plusieurs milliers de personnes, bien évidemment, aujourd'hui et demain. Et donc, on commence effectivement cette première matinée par une table ronde. Et donc, je vais demander d'accueillir Quentin et toute son équipe. Venez avec moi pour lancer cette première table ronde. Pas de grand discours. Digital Change, c'est d'abord un événement de contenu sur la transition numérique. Merci beaucoup et beau Digital Change à vous tous. Quentin, je te laisse la parole. Si, ça marche. Bonjour. Bonjour à tous. On est très content de vous accueillir ce matin. On va aborder un sujet sur lequel on a commencé à travailler il y a 2 ans avec Benoît dans le cadre d'un livre qu'on a rédigé avec un objectif principal qui était, en fait, au départ, on voulait avoir des retours d'expérience précis de la part de dirigeants de l'industrie sur ce qu'ils vivaient en interne et l'impact du digital sur leur modèle de distribution, sur l'évolution de leurs entreprises, etc. On a au final interrogé une 50aine de dirigeants et vous retrouvez une 30aine d'interviews dans un livre qui est là, qui est ici, et je fais tout de suite un appel. On fait une rencontre après sur le stand API qui est au coin là-bas à droite. Si vous souhaitez, à 11h, on peut se rencontrer. Et aujourd'hui, on a une chance vraiment incroyable d'avoir 3 intervenants sur ce Digital Change qui nous viennent de plus ou moins loin. On commence par Émilie, qui nous vient du plus près. En réalité, Émilie, c'est directrice expérience client du groupe CETI, que vous connaissez peut-être pour l'une de ses marques, qui est la marque Belém, donc la fabricant porte d'entrée. Et vous faites également de la fabrication de fenêtres et d'autres éléments de l'habitat. Eric, vous êtes le président directeur général de Pierre Fabre. Donc vous venez de loin. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Vous venez de Castres. Pierre Fabre, vous connaissez forcément, groupe parapharmaceutique et dermocosmétique avec des marques par exemple comme Aven. Et enfin Ludovic Donati. Vous venez de chez Eramet, vous êtes CDO de Eramet, qui est une entreprise métallurgique et minière. Vous arrivez de Paris, c'est ça? Et on va tout de suite passer à la première question. Benoît. Alors merci Quentin pour cette introduction. Alors effectivement, on a passé, je pense, plus d'un an et demi à interroger une 40aine de dirigeants, dont 3 sont parmi nous aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a une question qu'on a toujours posée, parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure des entretiens, des interviews, que ce n'était pas si évident que ça. C'est quel est le client chez vous? Quand on est dans la parapharmacie, en fait, on se rend compte que le client, historiquement, c'est plutôt le pharmacien. Et en fait, ça a peut-être changé aujourd'hui. Quand on vend des portes et fenêtres, c'est plutôt l'artisan ou le poseur, mais peut-être que c'est plus aussi simple aujourd'hui. Et puis, dans la métallurgie et dans l'extraction minière, c'est encore différent. J'ai envie de commencer avec Émilie. Vous, aujourd'hui, c'est qui votre client? Est-ce que ça a changé cette perception du client par rapport à encore il y a quelques années avec le digital ou même pour d'autres raisons? Bonjour à tous. Donc effectivement, chez CETI, hier, quand on parlait de clients, nécessairement, on pensait aux clients professionnels, aux négoces, aux distributeurs spécialisés, à l'artisan. Aujourd'hui, c'est un petit peu changé. On identifie clairement dans les équipes les 2 cibles clients, donc le client professionnel et le client final, le consommateur. Ça fait pas mal d'années en fait, qu'on communique directement auprès du consommateur et qu'on redistribue les prospects à notre réseau professionnel. Ce qui change, c'est qu'on a de plus en plus d'interactions avec eux et c'est la considération en interne qu'on leur accorde. Et ça, c'est le digital qui crée cette nouvelle considération, ce nouveau lien, quelque chose que vous n'aviez pas du tout avant, vous étiez intermédié par vos installateurs. Exactement, c'est tous les contacts, et je pense qu'on en parlera un peu plus tard, tous les contacts que par le digital, on crée avec ces consommateurs qui imposent des changements en interne, des changements de pratique, et donc on leur accorde beaucoup plus d'attention. Et demain, pour répondre à votre question, on aura toujours les 2 cibles, professionnelles et le consommateur, puisqu'en fait, on a besoin du professionnel pour prendre la cote, pour une porte d'entrée par exemple, et pour la pose.
Ce qui changera probablement, c'est qu'aujourd'hui, on a une interaction avec le consommateur au moment de l'achat. Et on peut imaginer qu'on arrivera à créer un lien avec le consommateur tout au long de la vie de l'utilisation de son produit. C'est parfait parce que c'est vraiment un des enseignements du livre, c'est de se dire qu'au début on était parti sur interroger la transformation digitale et comprendre ce qui se passait. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est vraiment rendu compte que c'était une transformation qui venait plutôt du client et qui, grâce au digital ou à cause du digital, avait un impact sur toute l'organisation, sur toute l'entreprise, mais que globalement, le vrai changement, c'était un changement client, d'où aussi le thème de cette table ronde. On va aller dans un autre domaine avec l'extraction minière. Je pense que personne dans la salle est client d'Eramet. Mais qui sont vos clients? Et je crois que vous avez des typologies de clients assez variées. Oui, alors bonjour à tous. Nous, on a 2 types de clients. Dans l'extraction minière, ce sont les producteurs d'acier, principalement. Donc l'acier inox, c'est ce que vous retrouvez dans vos ustensiles de cuisine, par exemple. L'acier au carbone, c'est tout ce qui sert à faire la construction. Et donc nous, en fait, on fournit le minerai qui permet de fabriquer ensuite ces aciers. Et puis, d'un autre côté, on fabrique aussi des alliages à haute performance pour différentes industries, comme l'industrie de l'aéronautique. Par exemple, on est un des principaux fournisseurs en nuances d'Airbus. Donc quand vous voyagez dans un Airbus, en fait, vous ne savez pas, mais vous voyagez avec Eramet, puisqu'il y a au moins des pièces, au moins une pièce ou plusieurs, comme les trains d'atterrissage, par exemple, qui ont été fabriqués et conçus en particulier avec Eramet. Et alors nous, en fait, la particularité qu'on a actuellement, qu'on est en train de vivre, vous en entendez tous parler, c'est la transition écologique, énergétique et nouvelle mobilité. Et pour ça, en fait, il y a besoin de batteries, il y a besoin de métaux. Et donc, nous, en fait, le switch qu'on est en train d'opérer, c'est le passage, en fait, à des secteurs qui étaient traditionnels vers le secteur, en fait, du monde du pétrole au monde des métaux, et donc à la fourniture de métaux pour les batteries, pour les véhicules électriques, par exemple. Et la demande devient de plus en plus croissante. Donc, pour nous, en fait, le digital, c'est aussi un moyen d'arriver à produire mieux et d'arriver à répondre de manière la plus précise possible à nos clients. Et c'est une nouvelle source de débouchés, du coup, puisqu'avec le développement aussi des smartphones, de tous les appareils connectés et électriques, on a de plus en plus besoin de batteries. Et ça, c'est vous qui fournissez ces métaux. Alors voilà, on va fournir du nickel, du lithium, du manganèse, on a des connaissances dans le cobalt, et en fait, tous ces métaux qui deviennent vraiment stratégiques, on a cette connaissance, on les produit, et maintenant il y a la question de pouvoir répondre aux besoins qui vont être de plus en plus croissants. Par exemple, il y a un boom exponentiel qui est attendu dans les années qui viennent dans les batteries pour les véhicules électriques, et donc il faut pouvoir répondre à cette demande, sachant qu'on est le seul groupe minier et métallurgique français qui produit ces métaux. Et pourquoi vos clients, je pense par exemple un Tesla, ne pourrait pas aller lui-même extraire ses métaux, ou même un Google ou C'est exactement la question qu'on s'est posée, c'est-à-dire que historiquement, je pense que notre secteur se sent extrêmement protégé, parce qu'on se dit on a des gisements, c'est parfait, on a les métaux, on est tranquille. Mais il y a plein de secteurs, comme le secteur de l'hôtellerie par exemple, qui peut très bien se dire on a des hôtels, on est tranquille, et puis finalement non. Il y a une vraie disruption à ce niveau-là, avec les bookings et autres. Et donc nous, c'est la même chose. Là, on est en train de voir Tesla qui a toute une stratégie. Tesla, c'est avant tout un constructeur de batteries plus que de voitures. Donc il y a une stratégie batterie qui est très forte. Ils ont des besoins en métaux qui sont très forts. Ils sont en train de remonter toute la chaîne de valeur jusqu'à se dire comment est-ce qu'on peut récupérer ces métaux pour directement produire nos batteries. Et donc, on peut très bien imaginer des alliances entre Tesla et Google qui, vous le savez tous, est très très bon en cartographie. Et demain, peut-être que nos concurrents, ça va être Google et Tesla. Donc le risque pour vous, ce serait que vos clients vous disruptent. Je ne sais pas si dans la cosmétique, vous risquez un jour d'être disrupté par vos clients qui fabriquent eux-mêmes leurs propres produits, leurs propres crèmes. Mais où est-ce que vous en êtes chez Pierre Fabre aujourd'hui et comment vous changez votre perception du client ? Bonjour à tous. Alors, si effectivement la disruption c'est ça, nous sommes déjà disruptés parce que un de nos distributeurs, notamment aux États-Unis, qui est une plateforme que vous avez citée, fabrique déjà ses propres émollients ou des crèmes extrêmement basiques, je veux dire, pour certains de ses consommateurs. Donc ça, c'est déjà fait. C'est fait aussi dans le circuit pharmaceutique, même en France, puisqu'un certain nombre de nos clients ont leur marque distributeur, donc que ce soit des groupements de pharmaciens ou même des pharmaciens indépendants. Donc ça, c'est déjà en cours. C'est intéressant comme réflexion, parce que moi je pensais client final, mais vous parlez tout de suite du pharmacien ou de l'intermédiaire du distributeur. Je pense que c'est aussi un Parce qu'effectivement, à la question, je pense, Benoît, qui est notre client ? Notre client reste un professionnel aujourd'hui, donc soit des pharmaciens, soit des chaînes de pharmacie, soit dans
d'autres pays comme les États-Unis, des chaînes de drugstore, ou en Chine, un Alibaba, mais nous avons toujours un client qui est un professionnel. Ce qui change en fait à l'ère du digital, c'est que nos parties prenantes en fait sont en dialogue beaucoup plus important avec nous qu'elles ne l'étaient hier. Nous avions exclusivement en partie prenante hier des patients qui parlaient par l'intermédiaire d'associations et puis des pharmaciens et des médecins. Et aujourd'hui, nous avons des patients qui parlent directement en fait avec le fabricant que nous sommes. Donc c'est ça pour vous, le vrai apport du digital, c'est de vous rapprocher du client final, du consommateur, et faire en sorte que donc lui aussi se rapproche de vous et a son mot à dire sur vos produits, sur les choix qu'il fait au quotidien en termes de consommation. Alors dans les métiers plus généralement de la médecine ou du soin, c'est vrai que la tradition, ce sont des métiers qui sont extrêmement régulés, comme vous le savez. Donc en fait, tous les développements de vos produits sont encadrés par des réglementations locales ou internationales. Et le dialogue se fait donc qu'entre professionnels. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, rentrent dans le jeu, si j'ose dire, des consommateurs qui sont en interaction directe avec les marques. Et on ne peut pas ignorer ce que ces consommateurs nous disent. Et c'est ça qui change à l'ère du digital. Oui. Nous, dans nos deux différents métiers, Benoît en tant qu'expert innovation et moi plutôt direction marketing d'une agence digitale qui s'appelle Intuiti, en fait on s'était rencontrés à l'époque, déjà parce qu'on a fait le site web d'une entreprise, d'un média dans lequel tu travaillais, Benoît, et on a discuté, on a réfléchi, on s'est dit tiens, il y a plein d'exemples de cette mise au centre du client dans l'entreprise, mais il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que parfois il y a plus de communication que de réalité derrière cette mise au centre du client. Et deux, c'est souvent des très 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 grandes entreprises qui communiquent dessus, encore bien plus grandes que Eramet ou Pierre Fabre, et dans des entreprises plus à taille humaine. Pourtant, il y a des exemples très précis. On va peut-être commencer par l'entreprise la plus à taille humaine. Justement, Émilie, est-ce que tu as un exemple précis de ce client au centre, plutôt que le produit au centre d'une stratégie d'entreprise ? Oui, je pense qu'on peut prendre un exemple assez simple qui est celui des réseaux sociaux. Ça fait déjà pas mal d'années que le groupe CETI, notamment par sa marque Belém, qui fait des portes d'entrée, communique via les réseaux sociaux pour mettre en avant ses différents designs de portes. Et ces derniers temps, on voit vraiment une montée en puissance des résultats. Ce qui a changé, c'est qu'auparavant, en fait, sur les réseaux sociaux, on était très descendant. C'était une communication directement déclinée de nos catalogues. C'était un peu papier glacé, si je puis dire. Et aujourd'hui, on entre vraiment en conversation avec les consommateurs. Il nous arrive, et ça, quand on ne travaille pas dans un groupe industriel, on ne se rend pas forcément compte, mais de proposer au choix à nos communautés Facebook ou Instagram différents designs entre lesquels on ne sait pas forcément choisir. Et ensuite, on va écouter notre communauté pour orienter ses choix. Et ça n'a peut-être pas l'air de l'extérieur, mais dans nos processus internes et dans nos façons de faire, c'est un changement assez important. Quand tu dis ça n'a pas l'air de l'extérieur, justement, qu'est-ce que ça peut transformer en interne chez CETI, par exemple ? Mais ça transforme tout le processus de lancement et de création produit, qui est vraiment l'ADN d'un groupe comme le nôtre, où il y a énormément d'expertise produit. Donc on a vraiment cette croyance très forte qu'on sait, qu'on connaît le besoin, qu'on sait ce dont le client, le consommateur a besoin. Donc le fait de se jeter à l'eau et de proposer à nos communautés de choisir entre tel ou tel design, c'est un changement important dans la prise en compte de l'attente du consommateur. Vous avez un exemple aussi précis chez Eramet, Ludovic ? Alors en fait, j'en ai deux, parce que chez nous, on a une culture qui est très centrée autour de nos process. Et donc déjà, on a des clients en interne, je dirais, vraiment tournés autour de l'expérience utilisateur. Dans l'industrie, en particulier sur la mine et la métallurgie, ce sont des métiers qui sont très anciens, mais qui, grâce au digital, peuvent être complètement repensés. Et donc ça s'accompagne. Et là, aujourd'hui, on a des exemples qui sont vraiment inspirés de secteurs B2C, mais qui fonctionnent très bien, comme par exemple la maintenance. La maintenance dans les usines, c'est extrêmement important. Mais y a encore des vieux logiciels, les gens se prennent encore papier, crayon, c'est très compliqué. Et donc ce qu'on a mis en place il y a déjà quelques années, par exemple en Nouvelle-Calédonie, c'est la capacité d'avoir exactement une application comme on peut l'avoir dans un secteur B2C. Donc au lieu d'aller faire les courses, là on est dans le magasin de pièces détachées, on peut prendre une photo, voir à quelle machine ça correspond, ou au contraire on circule dans l'usine, on voit qu'il y a une panne, on peut directement envoyer un message à l'équipe de la maintenance pour cibler
cibler exactement l'appareil qui va bien. Et donc, ça, franchement, Comment le est-ce que vous digital, avez construit ce... bah, comment on est l'a venue l'idée vraiment conçu autour de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que contrairement... Vous avez interrogé des personnes qui allaient être utilisatrices de cette Voilà, on application. fait par exemple un atelier type design thinking où on réfléchit vraiment et on design la solution pour l'utilisateur final. Donc on n'est plus en train de pousser de la technologie ou en train de pousser une solution qui est toute prête, qui a été pensée par d'autres, mais on la conçoit vraiment pour l'utilisateur final. Donc ça, en fait, on a commencé comme ça, nous, notre transformation digitale, vraiment centrée en interne sur, on va dire, les clients internes, les utilisateurs internes. Et là, on commence à s'ouvrir à l'extérieur et on commence aussi à travailler avec des clients externes. Donc là, par exemple, récemment, on est dans notre division alliage allé voir un de nos clients historiques pour essayer non pas d'apporter directement des réponses toutes faites, mais vraiment repenser les problèmes qu'on peut rencontrer à la base et voir comment on pouvait apporter une réponse qui le satisfasse, comme par exemple tout simplement un suivi à la Amazon où on sait exactement en temps réel où en est l'étape de fabrication de la pièce et quand elle sera livrée. Ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Oui, c'est exactement. Parce qu'on est dans un secteur qui peut être extrêmement innovant, mais qui est aussi présent depuis très longtemps et qui, sur cette partie client, a du mal, honnêtement, à se transformer. C'est difficile par rapport à ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours. On est encore dans des process qui datent d'il y a 20, 30, 40 ans. Ouais, dans le milieu professionnel, alors que dans milieu notre professionnel. milieu personnel. Et là, c'est intéressant, en fait, on vous avait proposé tous les trois d'intervenir parce que justement, vous êtes sur des modèles de vente qui sont très différents. Ludovic, vous êtes le plus éloigné au final du consommateur final. Émilie, il y a un intermédiaire. Et vous, Eric, avec Pierre Fabre, vous êtes le plus proche de ce client final. Aujourd'hui, vous avez des exemples justement de prise en compte de ce client final, même si votre client, vous le dites bien, c'est le pharmacien. Vous avez des exemples? Peut-être le lab, j'ai entendu. Oui, je vais vous parler de lab, mais en fait, ce qui a beaucoup changé, c'est que dans le marketing traditionnel, pour ma génération, on fait le marketing à la fin de la fabrication du produit. C'est-à-dire le produit est prêt à être lancé, ok, on a fait quelques études, on sait à peu près à quoi il peut correspondre, et c'est à ce moment-là qu'on s'interroge pour savoir quel est le marketing qu'on va mettre derrière, on fait des tests quali, etc. En fait, aujourd'hui, si on fait ça à cette étape-là, c'est trop tard parce qu'on peut vraiment passer à côté et c'est pas qu'une affaire de marketing parce que le consommateur a un regard beaucoup plus accuitif sur le produit et le juge à la fois par ce qu'il lui apporte mais également par son packaging, sa revendication, le fait que ses claims ne soient pas fake, etc., etc. Donc c'est beaucoup de choses en fait qui sont impactantes. L'environnement, on en a parlé, donc des données qui sont plus propres finalement à son désir de consommation personnelle. Donc ça c'est ce qui change beaucoup. Et pour embarquer l'expérience consommateur effectivement le plus tôt possible, Pierre Fabre a ouvert une première expérience qu'on appelle le Lab, donc à Toulouse, juste avant les fêtes de Noël. L'objectif, c'est de pouvoir accueillir des consommateurs qui viennent tester des produits auxquels on peut les proposer, donc pour des soins bucco-dentaires, des soins de la peau ou des soins du cheveu, et d'avoir un conseil donc, qui est personnalisé. Et ce que j'expliquais à Quentin, c'est qu'en fait, on prend le temps. Et ça, c'est un élément important à comprendre, je pense aussi, dans cet univers du digital, c'est que les 6 collaborateurs qui y travaillent disent qu'en fait, ils passent en moyenne 30 minutes avec chaque consommateur. Ce qui est impossible dans une pharmacie. Alors, pour ceux qui fréquentent des pharmacies régulièrement, quand on est dans cette période, je pense qu'on le vit encore mieux, une période où il y a la grippe, etc., le pharmacien doit se consacrer à ce qui est prioritaire, à conseiller des gens qui viennent avec une prescription, à leur expliquer quel est leur traitement et autres, et passer du temps sur des questions de peau ou de cheveux, 30 minutes avec un seul consommateur, un seul patient, c'est pas possible. Et c'est ça que l'on essaie d'embarquer aujourd'hui, parce que les tests que l'on fait sur nos produits, qui déjà nous apprennent beaucoup sur eux, puisqu'ils bénéficient tous d'études cliniques qui sont faites en vie réelle, avec des gens on a une centaine de personnes qui tous les jours vont tester nos produits à l'Hôtel-Dieu de Toulouse, qui est une des dépendances des hôpitaux de Toulouse. Mais pour autant, ça ne suffit pas, parce que quand on passe dans la consommation et dans le monde réel, là, on est confronté à des milliers de consommateurs. Et donc, il faut multiplier ce type d'expérience. Je pense qu'il n'y a pas une solution unique. Les pharmaciens le font aussi eux-mêmes. Le circuit de distribution peut le faire aussi. Mais je pense qu'il faut beaucoup d'expériences comme ce type et prendre le temps, en fait, le temps d'écouter. Ce matin, on s'est vu très tôt, on s'est vu à 7h du matin parce qu'on a enregistré un podcast ensemble qui sera diffusé sur un média d'Intuiti qui s'appelle Décrypte. Je fais la petite pub en passant. Mais sur cet enregistrement, vous avez parlé précisément du lab avec un avantage qui est la capacité à récupérer de la donnée du client final.
mais aussi une difficulté très très forte qui est de faire comprendre aux distributeurs, aux pharmaciens, dans votre cas, que l'objectif n'est pas de vendre directement au consommateur final et donc de le supprimer, ce distributeur. C'est-à-dire qu'on est encore aujourd'hui, alors on parle dans des modèles entre le B2B, le B2B2C, le B2C, etc. Il y a beaucoup d'hésitation en fait dans le business model de beaucoup d'entreprises. Et je suis sûr que c'est le cas aussi pour vous, parce que quand on peut avoir cette relation effectivement directe avec le consommateur. Nous, le choix que l'on a fait est très clair, puisque aujourd'hui, en fait, la réglementation européenne fait que les sites de vente en ligne de produits parapharmaceutiques sont en fait détenus par des pharmaciens eux-mêmes. Donc nous, notre job consiste à apporter à ces pharmaciens le contenu qui détiennent ces plateformes, qui va leur permettre en fait de faire la bonne explication sur les produits, d'avoir les bonnes photos, etc. Mais ce n'est pas de vendre à leur place. Donc le lab, c'est effectivement un endroit où on peut acheter, parce que personne ne rentre dans un commerce où on ne peut pas acheter, mais nous, on donne tout de suite comme conseil aux consommateurs et aux clients de dire allez plutôt dans votre pharmacie de quartier, on leur donne où nous sommes référencés dans leur quartier, parce que ce n'est pas ici que vous venez pour acheter, ici vous venez pour avoir un conseil un peu plus approfondi, parce que le pharmacien n'aura pas forcément le temps de prendre autant de temps avec vous. Et donc, c'est pour ça que je dis que ces expériences donc, en fait, doivent se multiplier. La donnée est effectivement essentielle. Je crois que pour tous ceux qui ne vendent pas en direct vis-à-vis de leurs consommateurs, c'est aujourd'hui notre principal souci, c'est comment récupérer cette donnée. La donnée qui part on évoquait les sites internet tout à l'heure, la donnée qui part de la digitalisation du début, de la digitalisation d'il y a 10-15 ans, donc qui était juste la vitrine, en fait, ne suffit pas aujourd'hui. Les données des réseaux sociaux ne suffisent pas non plus, et il faut rentrer dans une donnée un peu plus personnelle ou un peu plus approfondie. Et ça, c'est vrai que ce qu'on appelle l'expérience client, il n'y a que ça qui permet de l'avoir, mais c'est extrêmement complexe. Je pense qu'après, on arrivera à des modèles d'extrapolation, comme on le faisait hier avec des benchmarks qualité, des qualifs faits avec des petits groupes de consommateurs ciblés. On arrivera comme ça à extrapoler très probablement ce que veulent dire des données qu'on peut recueillir. Et la donnée, je pense aujourd'hui, est plus importante en termes de qualification de la demande. Qu'est-ce que veut véritablement le consommateur ? Que, comme on le faisait il y a 10 ou 15 ans, pour récupérer des adresses, pour inonder des boîtes mail que, je pense que je vous demandais de lever le doigt à tous ceux qui ne les ouvrent plus ou qui en changent régulièrement pour éviter d'être en permanence avec des choses qu'on ne veut pas voir. Je pense qu'on est assez nombreux dans la salle. Alors Quentin l'a un peu dit en introduction, le parti pris du livre, c'était d'aller voir les entreprises industrielles, des entreprises qu'on n'entend pas forcément au quotidien dans tous les sujets de la transformation digitale, puisque c'est vraiment une thématique qui a été trustée par les grands groupes, principalement dans les services. Ce qui nous semblait intéressant dans l'industrie, c'est un peu cet antagonisme entre une culture très ingénieure, très long terme, et le digital où il faut tester, il faut changer en permanence, s'adapter. Pour vous, c'est quoi le plus difficile à changer dans vos entreprises dans ce cas de cette transformation digitale pour penser client? Est-ce que c'est changer la culture? Est-ce que c'est adopter la donnée? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Donc, tous ces changements dont on parle là, et on est assez raccord sur ces problématiques B2B, B2C, hein, ces changements vont très très vite. Et moi, je trouve que le plus difficile, c'est de faire évoluer l'organisation, les pratiques, les méthodologies internes qui jusqu'à présent faisaient leurs preuves. Et donc faire bouger ça, c'est faire bouger des croyances, une grosse machine. Et ça, c'est vraiment pas évident. Même quand on prend des exemples qui ont l'air assez simples comme ça, les avis clients déposés sur Internet par les consommateurs. Aujourd'hui, on a mis en place un service consommateur. Donc déjà, ça, c'est un petit peu nouveau dans notre culture, qui répond en moins de 12 heures. Et quand un professionnel est cité, aujourd'hui, on implique le commercial, on lui demande de rappeler le professionnel, on lui demande même parfois de rappeler le consommateur pour savoir ce qui s'est réellement passé et dénouer le sujet. Ça, dans notre culture, c'est un changement important puisque historiquement, nos commerciaux, c'est des commerciaux B2B qui vont faire la promotion de produits techniques auprès de négoces ou de distributeurs. Toi, c'est un vrai changement chez CETI parce que tu as été nommée directrice expérience client alors qu'il n'avait pas d'expérience client auparavant dans l'entreprise. Donc c'est l'objectif de cette expérience client, ce consommateur au centre. Tu es l'incarnation même via ce poste de l'importance de l'expérience client dans une structure industrielle comme CETI. Exactement. C'est en fait le poste. Je suis en charge du marketing et des services clients. Donc autant de la transformation de la relation avec nos clients professionnels tout au long de leur parcours que consommateurs. Mais c'est surtout une ambition
groupe et stratégique. Donc c'est aussi un plan d'action et un travail transverse niveau comité de direction. Et ça implique des changements de prise en compte de sujets comme la donnée, comme l'intégration du digital, l'importance du digital dans nos choix. Voilà. Ludovic, expérience client, c'est un mot que vous utilisiez aussi tout à l'heure. Vous auriez utilisé ce mot-là il y a 5 ans? Non, absolument pas. Absolument pas. Et nous, et quand est-ce que vous l'auriez même pas utilisé? Il y a 2 ans? On peut remonter combien de temps comme ça en arrière? Oui, je pense, 18 mois. Ah ouais, c'est une création de poste aussi pour vous? Tout à fait, c'est une création de poste. Et auparavant, l'impact du digital n'était pas considéré. Mais pour revenir à la question dont vous parliez, dont vous posiez la question il y a un instant, nous, en fait, le principal enjeu, il est culturel, il est transformationnel. Vraiment, dans la transformation numérique, moi, je trouve que le mot le plus important, c'est transformation. Parce qu'on change les mentalités. Alors que pourtant, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'on en parle de ce mot-là. Nous, quand on a utilisé, oui, c'est ça, les défis de transformation digitale, avec Benoît, on voulait absolument pas utiliser le mot transformation, et c'est notre éditeur qui nous a plus ou moins obligés. Ouais. Je ne sais pas s'il a eu raison ou pas, mais... Je pense qu'il a eu raison. Je pense qu'il a eu raison, ouais, mais je pense qu'il a eu raison, parce que c'est vraiment, avant tout, en tout cas chez nous, c'est culturel. En plus, c'est multiculturel, parce qu'aller faire du digital quand on est en forêt équatoriale, ou quand on est en Nouvelle-Calédonie, ou quand on est sur des plateaux argentins, c'est différent aussi. C'est pas forcément la manière de penser, de voir les choses. Et ce qu'apporte le digital, c'est justement ce décilotage et cette culture. Alors chez nous, client interne, au centre, user-centric. Et ça change énormément de choses, mais par contre, il faut bouger des montagnes. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous disiez, on a des process qui ont fait leurs preuves depuis très longtemps. Donc, quand on lance un nouveau projet, normalement, on se plie à la méthode projet. Donc, on rédige un cahier des charges qui fait 600 pages pendant 6 mois. On fait un appel à des fournisseurs, ça prend 6 mois aussi. Après, c'est plus le même besoin. Donc, à chaque fois, quand on récupère la solution qui a été développée, ça va pas. Ça repart et ainsi de suite. Et au final, on n'arrive pas à bouger. On n'arrive pas à se transformer. Et là, avec le digital, on a la nécessité d'aller de plus en plus vite. Parce qu'on a de la donnée qui vient de plus en plus en temps réel. Et il faut arriver à l'exploiter en temps réel. Donc, pour ça, il faut absolument bouger. Et c'est vraiment là-dessus qu'aujourd'hui, la transformation digitale apporte quelque chose. Et ce qui est intéressant aussi, un exemple que vous citiez dans le livre, quand on avait fait l'interview, c'est que cette transformation peut aussi venir de la base et des gens qui, à leur poste de travail, vont commencer à se dire il faut qu'on change. Je pense que c'est l'exemple du tableau blanc digitalisé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cet exemple? Oui, dans nos usines, on a ce qu'on appelle les animations visuelles de la performance, c'est-à-dire vous imaginez tous les matins, en gros, les responsables d'un atelier qui se réunissent et puis qui regardent en gros si toutes les machines sont en bon état, la production qu'il va falloir faire dans la journée, voilà, les principaux indicateurs. Et en fait, tout ça, ça existe encore, je pense, dans plein d'usines et pas que chez Eramet, c'est souvent un tableau blanc avec un feutre. Sauf que toute cette donnée et toutes ces informations, en fait, elles ne communiquent pas du tout. Elles ne communiquent pas du tout au sein des différents ateliers et surtout, on ne l'archive pas. Et donc, un jour, il y a quelqu'un qui nous a dit moi, j'aimerais bien avoir un tableau, mais cette fois-ci digitalisé, avoir mes données en temps réel et puis pouvoir les échanger dans différentes applications. Et donc, en fait, on a travaillé avec lui, non pas sur la technologie, mais sur ce que ça changeait, ce que ça impliquait comme changement dans son organisation d'animation visuelle de la performance, du fait d'avoir de la donnée beaucoup plus en temps réel, par exemple sur une panne de machine et la capacité à communiquer avec les différents ateliers, plutôt que sur l'outil lui-même. Et donc ça veut dire que vous pouvez aussi avoir des forces de transformation qui viennent de la base, de vos employés dans les usines. Il y a la direction générale aussi qui pousse avec la création de votre poste pour transformer. Et au milieu, comment ça au milieu, c'est dur. C'est dur parce que c'est un peu comme... encore une fois, je pense qu'il y a vraiment un rapprochement avec la vie quotidienne. C'est-à-dire que le management au milieu, middle management, il voit que ça commence à s'exciter sur la base, qu'il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles manières de faire. Et donc, ça remet quelque part en cause un peu leur poste et cette organisation traditionnelle assez pyramidale. Et puis, de l'autre côté, ça pousse par le haut. Donc, on a une PDG qui est absolument à fond sur la transformation et la transformation digitale, qui dit à tout le monde qu'il faut se transformer plus vite que ça, monter la barre. Et du coup, c'est un accompagnement culturel, encore une fois, je pense qu'il faut avoir, parce que en plus de la vie quotidienne et d'assurer une production qui soit de bon niveau, de qualité, il faut en permanence bouger et se transformer.
Eric, justement, vous incarnez ce PDG qui fait bouger les choses, qui veut transformer l'entreprise. Est-ce que chez vous aussi, vous avez cette problématique du middle management, des gens qui ont pris des habitudes, qui voient le digital comme une menace? Est-ce que c'est un sujet pour vous? La difficulté, c'est qu'en fait, on doit tout adresser à la fois, puisqu'en fait, on l'a bien évoqué, le digital. Ok, on a commencé par parler du e-commerce, mais c'est pas que le e-commerce. Le e-commerce, c'est le processus productif, c'est le processus créatif, etc. On doit tout adresser à la fois. Et de notre côté, notre tort, c'est de tout adresser à la fois. Parce que d'une certaine façon, c'est extrêmement perturbant pour les organisations. Là aussi, je pense qu'on n'aime pas se transformer, de façon générale. Aucun d'entre nous n'aime s'entendre dire qu'il va avoir à se transformer. On interroge même la légitimité de celui qui nous le demande, et c'est logique. Et tout arrive en même temps, et il faut bien qu'effectivement on arrive à y faire face. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être de prendre un certain temps, là aussi, parce que, et c'est mon tort aussi, hein, de vouloir tout adresser à la fois, ça a le défaut un peu de crisper, en fait, la structure. C'est-à-dire que peut-être le rôle du management de la compagnie, c'est aussi de prendre un certain recul et de prioriser. Alors, on est aussi obligé de le faire dans les entreprises de notre taille parce que tout ça, ça coûte très cher. Et donc, on ne peut pas tout faire à la fois en termes d'investissement. Donc, ça, c'est déjà un premier renseignement qui nous est donné. Et puis, le deuxième, c'est qu'en fait, les tâches s'enchaînent, en fait, aussi d'une certaine façon. Et que, comme vous l'avez évoqué, on ne peut pas commencer par digitaliser le commerce si, en fait, on ne prévoit rien pour la logistique et puis après pour l'industrie. Et tout ça, ça prend des années et des années. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on est encore un peu dans la marmite et qu'on voit que le feu a pris sous la marmite, donc tout le monde s'excite un peu. Les années vont donner un peu de recul, probablement, et d'arriver à un peu mieux hiérarchiser probablement les expériences. Et par rapport à ce que vous disiez sur les expériences de terrain, on en a eu une, nous, comme ça aussi, dans notre usine d'eau thermale à Vennes, donc qui est à Avennes dans l'Hérault, où les opérateurs industriels nous ont fait remarquer que plutôt que de suivre le processus de production sur un écran, voire sur un papier, il serait mieux de le suivre avec des lunettes qui, en fait, leur permettent de voir, mais en même temps d'avoir le processus qui s'affiche sur une partie de l'écran de la lunette. C'est extrêmement protecteur pour leurs yeux, c'est aussi bénéfique pour leur temps de travail et pour leur ergonomie personnelle. Ça évite de se baisser, d'aller voir un autre écran, etc., de trop bouger autour de la chaîne. Et ce type d'expérience, oui, effectivement, on peut considérer que le management intermédiaire est quelquefois vexé de ne pas avoir eu cette idée. Mais aujourd'hui, qui dans une entreprise, hein, quel que soit son poste jusqu'au PDG, n'est pas toute la journée vexé parce que les bonnes idées viennent d'ailleurs? Et en fait, bon, voilà, je pense que ce n'est pas plus grave pour nous, c'est grave pour personne. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans un mode plus dialogant et où peut-être les bonnes idées ne sont un peu moins la propriété que de certains, et donc il faut savoir prendre le meilleur de tout le monde. Voilà. Vous ne prenez pas que des bonnes idées en interne. Par moment, il vous arrive aussi d'aller chercher des bonnes idées ailleurs, et souvent. Ce qu'apporte aussi le digital, c'est un caractère beaucoup plus dur de la compétition. Alors, je vais vous donner un exemple complètement basique. J'ai mis à peu près 2 ans à comprendre que des marques qui étaient concurrentes de nos marques en Italie, par exemple, qui n'avaient jamais pu pénétrer le marché français parce que le coût d'entrée pour aller visiter des pharmacies était ce qu'il est, donc ils ne pouvaient pas constituer de réseau. Tout d'un coup, grâce à certaines plateformes Internet du sud de la France, rentraient sur le marché français pour un coût zéro. Voilà, donc c'est basique ce que je raconte, mais si vous voulez, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, ceux-là, on ne les voyait pas, maintenant on les a comme concurrents. Et effectivement, donc, les expériences viennent d'ailleurs, on doit aller chercher partout. L'avantage d'une entreprise comme Pierre Fabre, c'est d'être présente sur tous les continents, donc d'avoir ces expériences qui remontent effectivement de partout. En gros, quand même, j'étais la semaine dernière aux États-Unis et ce que je constate, c'est que ça s'est quand même un peu calmé aussi sur le processus créatif. Alors d'abord, si on revient au e-commerce, le e-commerce, il y a quand même une espèce de plafond de verre. Ça représente rarement 30 à 50% du chiffre d'affaires d'une marque. Bon, une marque établie qui est partie du commerce traditionnel, du brick and mortar pour aller vers en fait le e-commerce. Ça ne représente jamais plus de 30 à 50%. L'expérience client, elle se vit quand même au contact humain et au contact dans un point de vente physique. Donc ça, c'est important, je pense, à réaliser. Parce que les marques chinoises, par exemple, qui se sont créées complètement full digital, à un moment, ils parlent de ce qu'ils appellent le back to store. Sauf que eux, c'est pas back parce qu'en fait, ils n'y ont jamais été. Donc il faut qu'ils construisent en fait cette expérience client dans le magasin. Donc ça, c'est, je trouve, un bon enseignement. Parce que souvent, on a l'impression d'être un peu en retard en France. C'est vrai qu'on est un peu en retard sur certaines parties du e-commerce, mais de notre côté, il
il y a un juste milieu qui va se trouver et le e-commerce, ça ne sera jamais 100% du commerce. Donc ça, c'est une expérience qu'on prend. Après, il y a beaucoup d'expériences parce que en fait, le commerce et surtout dans les produits de santé, c'est culturel. Et vous avez évoqué aussi les questions culturelles à l'intérieur des entreprises. Nous avons tous des modes de consommation différents, nous avons tous des besoins différents. Ces besoins sont aussi guidés par des conditions environnementales, par des conditions climatiques, par des conditions de peau. Nous avons des peaux différentes à travers le monde, on le sait tous. Et donc, ça, cette expérience client, en fait, on l'enrichit aussi de ces expériences-là. Mais finalement, on en revient toujours à la même chose, c'est écouter qui est le principal enseignement de tout ça. Il nous reste 10 minutes. Dans 5 minutes, on va vous inviter à poser des questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez déjà les préparer. En attendant, Émilie, j'ai une question sur. On va rebondir sur la notion d'écoute. La notion d'écoute, derrière, ça demande. Et je t'interroge précisément là-dessus parce qu'il y a vraiment eu des gros changements en interne dans le groupe CETI. La notion d'écoute, ça demande aussi de structurer tes équipes en interne. Est-ce que tu as un conseil justement pour aider à cette transformation des équipes? Est-ce que c'est forcément former les gens, c'est recruter nouveau, c'est quoi? Alors, évidemment, c'est les deux. Il faut former les gens et aussi recruter. Moi, le conseil essentiel que je dirais, c'est d'oser recruter différemment pour amener cette transformation, en tout cas sur les projets prioritaires et les domaines qu'on veut transformer. On a avant tout besoin de compétences métiers plutôt que d'expertise produit. Le réflexe, c'est d'aller chercher, si on cherche un responsable de service client B2B, le réflexe, c'est d'aller chercher quelqu'un qui connaît très bien le secteur de la menuiserie, qui va être à l'aise, qui va pouvoir coacher les équipes dans leur expertise. Alors que je pense que pour amener cette transformation, il vaut mieux chercher un responsable de service client d'un autre secteur qui va très bien connaître les standards de la relation client, les outils informatiques du marché, qui a déjà mené des transformations, qui est agile intellectuellement et qui va être capable d'amener une transformation tout en respectant votre culture, parce qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. Aujourd'hui, chez CETI, on a une transformation de nos services clients qui sont très dans l'expertise produit et ils sont dans l'ERP en train de configurer de la donnée de porte ou de fenêtre, donc très très technique. Et on est en train de les emmener vers une toute autre démarche, qui est une démarche de relation client où leur poste de travail il sera sur le suivi de leurs interactions plutôt que sur le détail de la commande du client qui appelle. Et ça, c'est un changement important. Et pour ça, je pense qu'il faut recruter des gens qui viennent de d'autres secteurs et qui ont ces compétences-là pour amener la transformation. Ludovic, vous avez d'autres conseils aussi pour réussir cette transformation? Est-ce qu'il y a des astuces ou des conseils tout simplement à donner? En termes de conseils, le premier, c'est vraiment donc, c'est ce qu'on disait, c'est l'écoute. Faut vraiment adopter une position qui est vraiment humble, essayer de comprendre en fait profondément les besoins à la fois en interne et en externe. Ce qui n'est pas évident dans des entreprises qui ont eu l'habitude d'être un peu toutes puissantes sur leur secteur, et donc avec des gens qui, en tout cas dans le milieu industriel, traditionnellement font une longue carrière dans la même entreprise, et donc on connaisse les codes, les cultures, et le fameux on a toujours fait comme ça, donc on ne voit pas pourquoi on devrait changer, qui est assez prégnant. Il faut arriver à le casser, et donc c'est la mise en place de nouvelles méthodologie basée autour de l'intelligence collective, du design thinking. Alors on n'utilise pas forcément ces mots-là en interne parce que ça fait un peu peur, on se dit ouais bon c'est une mode, ça leur passera, mais vraiment aller très vite sur les tests en fait. Parce que sinon, on peut toujours rester sur des concepts, sur faire des ateliers, et puis il ne se passe pas grand-chose. Donc la nécessité à la fois de cranter en faisant un test tout de suite, et avec la culture test and learn, on va tester, ça va pas marcher forcément du premier coup, il y aura peut-être que 80% à garder et les 20% on les refera, c'est pas grave. Ça, en fait, c'est un véritable accompagnement et un changement profond de culture en interne. Est-ce que comme CETI, vous commencez à recruter en dehors du bassin traditionnel de recrutement des gens un peu différents à des postes de management, ou c'est la prochaine étape? Alors, c'est plutôt la prochaine étape. Néanmoins, en termes de digital, nous, on a commencé à recruter des profils qui n'existaient pas du tout dans notre entreprise, comme des data scientists, comme des gens qui sont spécialistes de l'innovation et de l'intelligence collective, pour justement casser un peu ces silos. Et on a fait plein de tests, en fait. Moi, par exemple, j'ai pris quelqu'un qui venait du milieu de start-up, qui avait travaillé un peu dans le domaine des achats, et je l'ai balancé dans la direction des achats en disant « Tiens,
ta carte blanche, regarde ce que tu peux faire, essaye de tirer des fils, de trouver quelque chose. Et en quelques mois, alors ça n'a pas forcément débouché sur des projets concrets tout de suite, mais ça a fait changer les mentalités à son contact. Il y a eu un vrai enrichissement entre les deux, et ça a permis de semer des graines qui sont ensuite en train de pousser pour repenser l'expérience achat autrement. Très bien. Eric, est-ce que vous avez un conseil à donner aussi? On arrive toujours finalement à trouver dans le système de formation les personnes qui ont été formées pour répondre à un besoin. La difficulté, c'est effectivement de les intégrer. Et je pense que, alors nous aussi on a fait une transformation digitale, pardon Quentin, on n'a pas envoyé le bon mot, mais on a fait une transformation de l'entreprise, qui est un volet digital, et en fait on l'a commencé par la définition de la raison d'être de l'entreprise. Parce qu'en fait, comme on va intégrer des nouvelles populations avec des nouvelles attentes, qui vont être aussi plus jeunes, eh bien, poser la question de savoir qui on est vraiment, et que notre modèle commercial est conçu différemment, on va dire, je ne voulais pas dire disrupté, mais enfin il est conçu différemment qu'il ne l'était hier. En fait, il faut d'abord savoir qui on est et qu'est-ce qu'on veut dire aux consommateurs et à nos parties prenantes. Dans une entreprise comme Pierre Fabre, on a une particularité, nous sommes détenus par une fondation reconnue d'utilité publique, il n'y a aujourd'hui que 2 entreprises en France qui aient ce statut, et donc ça veut dire que tous les dividendes que nous générons remontent à cette fondation pour des objectifs humanitaires qui avaient été fixés par le fondateur de l'entreprise, M. Pierre Fabre. Donc c'est une originalité, mais ça ne suffit pas de dire on est détenu par une fondation reconnue d'utilité publique. Donc des groupes de collaborateurs ont travaillé pendant 6 mois pour définir les 6 phrases qui sont extrêmement courtes, je vais juste vous donner la dernière, qui en fait définissent ce qu'est aujourd'hui cette entreprise, qu'elle veut être. Et nous nous efforçons d'incorporer dans tous nos messages, internes et externes, chacune de ces 6 phrases. On a voulu les garder pour nous pendant les 6 premiers mois de l'année, enfin de mai jusqu'à décembre 2019, pour pas justement en faire un élément marketing. Aujourd'hui, les marques l'incorporent en fait dans leur propre raison d'être, puisque nous sommes une agglomération de marques. Donc on a parlé d'Othermalaven, on aurait pu parler de Chlorane, de René Furterer, d'Aderma, mais aussi d'Elgidium, enfin beaucoup de marques que vous connaissez dans les pharmacies. Et cette raison d'être donc se termine par à chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur. On a beaucoup réfléchi à cette phrase qui peut quelquefois pu surprendre au début les collaborateurs et que nous on voit dans une notion de grande humilité parce qu'une seule personne, effectivement, prendre le soin d'une seule personne, c'est ce que fait un pharmacien tous les jours dans son officine et nous c'est notre objectif, prendre soin d'un patient ou d'un consommateur dans ses particularités et effectivement c'est ça dans une relation interpersonnelle qui rend dans notre univers modeste le monde meilleur. Et cet impact, en fait, est très important, je trouve, sur la structure et est une sorte aussi de réconciliation des générations parce que les mots ont été bien choisis par ces 8 collaborateurs français et internationaux qui ont rédigé cette raison d'être. Mais en fait, ces mots ont été bien choisis et ils permettent effectivement de transgresser les générations ou de traverser les générations et de constituer véritablement un collectif. Et je crois aussi beaucoup à l'intelligence collective qui permet d'adresser ces situations complexes qu'on vit tous aujourd'hui. Merci Eric. Peut-être une question? Est-ce qu'on veut... On n'a pas de questions? Benoît, peut-être? Non, mais s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir remercier nos intervenants. C'est vraiment la dernière chance de poser une question, ou sinon vous pourrez la poser, si vous êtes timide, directement à la sortie de la table ronde. Merci à tous les 3, puis merci à Digital Channel.